Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. C'est une nouvelle saison avec un auteur ce soir, Denis Michelis. C'est déjà la 284e rencontre Vlille. Aujourd'hui sort ce roman, Amour fou, aux éditions Noir sur Blanc, dans la collection Notabilia, dirigé par Manon Frappa, qui est là mais qui ne pourra pas intervenir. Évidemment, c'est une collection qu'on connaît plutôt bien, puisqu'on a reçu de nombreux auteurs dans cette collection. Et j'en profite également pour dire que certains auteurs sont présents dans le prix Lille cette année qui vient d'être publié tout à l'heure, notamment Sarah Bourg, qu'on a reçu ici et qui a donc son livre en lice pour le prix. Alors Denis, je suis ravi de vous recevoir. C'est la première fois qu'on vous reçoit et je regrette de vous avoir découvert si tard, pour être honnête, parce que ce livre-là, il ne ressemble à aucun autre. Il est sorti aujourd'hui, donc c'est une toute première aussi. On est ravi que ce soit avec vous. J'aimerais que vous nous parliez de votre parcours. Ce n'est pas votre premier roman. Vous avez déjà écrit 4 romans. Vous avez été traducteur également, et c'est ça qui est peut-être aussi intéressant, notamment on en parlera tout à l'heure sur votre capacité à formuler des dialogues de manière assez subtile. On parlera de tout cela tout à l'heure, mais d'abord j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours d'écrivain. Je sais que vous avez aussi travaillé en écrivant des scénarios, et là aussi on constate évidemment que votre livre s'en inspire un petit peu. J'aimerais que vous nous parliez de ce parcours-là en tant qu'écrivain. Denis, comment vous êtes arrivé à l'écriture? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entrer en littérature? En fait, bonsoir à toutes d'abord et à tous. J'ai fait un petit mot dans le chat. Merci d'être présent et merci de me recevoir, Anthony. Je suis très, très heureux. En plus, comme tu disais, c'est la sortie du livre. Je suis arrivé à l'écriture vraiment par hasard. J'étais journaliste à la télévision. J'ai longtemps travaillé à Arte et à France 5 après. Et c'était en 2013, j'ai connu un deuil familial. Mon père est mort et à ce moment-là, comme j'étais pas très heureux en télévision, je me suis demandé comment je pourrais être plus créatif au quotidien. Et après avoir fait le tour de la question, c'est-à-dire j'ai fait longtemps du piano, mais j'étais très mauvais pianiste. J'avais pas d'oreille musicale, je savais pas peindre, je sais pas dessiner. Et donc je me suis dit, je vais essayer l'écriture. Donc l'été 2013, j'ai écrit un premier roman qui s'appelle La chance que tu as, qui d'ailleurs a été réédité chez Libretto l'année dernière. Et le livre, je l'ai envoyé à l'autrice Brigitte Giraud, qui a remporté le Goncourt en 2022 et qui était éditrice à l'époque chez Stock. Et elle l'a tout de suite accepté. En fait, elle m'a dit, je te publie. Et donc, en août 2014 est sorti mon premier roman. Et à ce moment-là, j'ai commencé un peu naïvement à me dire, bon, je vais quitter la télévision, je vais changer de vie. Donc, je me suis complètement réinventée. J'ai commencé à animer des ateliers d'écriture, j'ai commencé à traduire des romans. Donc, la période de traduction a été brève mais intense. J'ai traduit 4 romans. Et ensuite, chaque 2 années, tous les 2 ans plutôt, tous les 2 ans et demi, j'ai publié un roman. Et ensuite, la collection de Brigitte Giraud s'est arrêtée subitement. Donc, je suis allée voir du côté de Notabilia, qui est une collection que j'ai découverte, notamment grâce à Sophie Divry, qui m'a à l'époque contactée, qui aimait beaucoup La chance que tu as. Et j'ai découvert le catalogue de Notabilia et je suis partie chez Notabilia dès le deuxième roman. Et depuis, j'y suis très bien. Sophie Divry, qu'on connaît aussi particulièrement, puisqu'on l'avait reçue il y a déjà pendant le confinement, en 2020. Ben voilà. Alors justement, ces trois romans précédents, Le Bon Fils, et là peut-être on pense directement au côté paternel, on reparlera peut-être de ce côté paternel parce qu'il y a un lien paternel aussi dans ce livre-là, à Amour fou. J'aimerais revenir sur ces 3 romans, Le Bon Fils, État d'ivresse et Encore une journée divine. Comment vous avez évolué par rapport à ces 3 romans? Comment vous avez construit votre œuvre et comment on arrive ensuite à Amour fou? J'ai commencé, en tout cas les 2 premiers romans, La chance que tu as et Le bon fils, sont 2 romans un peu en miroir
qui suivent la trajectoire d'un personnage soumis à une violence extérieure. Dans La chance que tu as, c'était la violence dans le monde du travail. Dans Le Bon Fils, c'était la violence à la fois dans le milieu scolaire, parce que c'est un jeune ado à qui on n'arrête pas de dire qu'il ne réussira pas dans la vie parce qu'il a des notes qui ne sont absolument pas satisfaisantes. Et dès Le Bon Fils, j'ai commencé à travailler la famille, en fait, le rapport à la domination familiale. Donc, dans Le Bon Fils, c'était un père, puis un deuxième père qui débarquait. Et là, j'ai commencé à écrire des huis clos familiaux, à la fois très angoissants et en y introduisant un peu d'humour. Après, il y a eu un roman très important, État d'ivresse, en 2019, où là, j'ai un peu cassé, pas cassé le style, mais j'ai vraiment voulu faire un roman extrêmement minimaliste et j'ai voulu me plonger dans la psyché du personnage principal, qui est une femme alcoolique, sur 7 jours. Donc là, j'ai voulu faire un roman très radical, avec de l'humour, mais à l'époque, ça n'a pas été perçu comme ça. Il a été vraiment lu au premier degré, mais avec beaucoup voilà, avec beaucoup de reconnaissance critique, on va dire. Et après État d'ivresse, j'ai voulu écrire une comédie. Donc je me suis lancée dans l'écriture d'un long monologue qui s'appelle Encore une journée divine, qui est écrit du point de vue d'un psychiatre lui-même enfermé dans un hôpital psychiatrique et qui se confesse à un autre psychiatre, donc hors champ. Donc là, j'ai commencé vraiment à injecter, à infuser beaucoup plus d'humour, d'ironie et de réflexion, mine de rien, sur notre société. C'était un livre un peu plus actuel. Et comme le livre a bien marché, il a été ensuite acheté au théâtre. Il sera adapté dès janvier 2025. Là, je me suis enfin lancée dans une vraie comédie, mais beaucoup plus ambitieuse. C'est-à-dire, j'ai quitté le monologue et le récit écrit à la première personne avec une trajectoire assez simple pour écrire un roman choral avec plusieurs histoires qui se croisent pour n'en former qu'une à la fin. Et là, j'ai enfin assumé mon côté roman policier. Parce qu'il y avait toujours il y avait une sorte de vernis un peu roman noir, roman d'angoisse, roman fantastique. Mais là, j'ai vraiment écrit Amour fou à partir du genre enquête policière. Donc c'est une nouvelle manière. Mais il a fallu vraiment que je passe, c'est pour ça que vous parliez de trajectoire. Enfin, tu parlais, je ne sais pas si on peut se tutoyer. Bien sûr, Denis, bien sûr. Je peux te tutoyer. Voilà, je me suis inscrit dans un genre beaucoup plus ambitieux et la forme du roman choral forcément demandait a demandé plus de travail, de création de personnages, d'intrigues parallèles. Donc ça a été un travail d'un an et demi. C'est-à-dire que La chance que tu as, c'est écrit en 3 semaines, il y a 10 ans, et je suis passé de 3 semaines à un an et demi d'écriture. Alors justement, c'est ça qui est aussi intéressant. Est-ce que tu es parti du genre pour ensuite en écrire quelque chose? Parce que là, tu parlais tout simplement du côté psy. Il y a évidemment un côté psychologique là aussi dans ce roman-là. Est-ce que c'est un fait qui a déclenché Amour fou? Est-ce que c'est une discussion avec une personnalité du milieu médical, comme un psy par exemple, comme le père de Barnabé dans le roman dont on va parler ensuite? Qu'est-ce qui a déclenché ce roman-là? C'est c'est davantage le genre. Parce que le polar euh, exige une certaine construction, il exige d'avoir des meurtres, d'avoir une enquête, il demande une résolution, il faut que le lecteur quand même ait une réponse à la fin qui le satisfait, c'est-à-dire on doit boucler vraiment l'histoire. Donc je suis plutôt partie de l'étude du roman noir, du thriller. Donc, je me suis beaucoup intéressée à l'architecture de ce genre littéraire. Et une fois que j'avais bien compris comment on pouvait construire ce type de livre, j'ai en effet appelé un ami psychiatre qui m'avait déjà beaucoup aidé pour État d'ivresse et Encore une journée divine. Donc, je lui ai
pitché, entre guillemets, mon personnage. Je lui dis, je voudrais partir de la figure du harceleur, parce que c'est un thriller et un roman noir, Amour fou, et je voulais parler du harcèlement. D'abord sous forme amoureuse, après, on en parlera peut-être après. Après, il a pris d'autres formes, parce que je parle aussi du harcèlement scolaire, je parle un peu du travail. Et quand je lui ai décrit le personnage, il m'a rétorqué, mais écoute, Denis, tu es en train de parler d'un érotomane. Et là, je me suis dit, ah bon, un érotomane, qu'est-ce qu'un érotomane? Donc, il m'a un peu expliqué, il m'a donné un peu de lecture, il m'a dit, il faut quand même que tu te renseignes un peu. Donc, je me suis replongée pendant un mois ou deux dans la recherche et dans des cas cliniques. Et ensuite, j'ai commencé à écrire le roman, d'abord à partir de Barnabé, donc qui est ce jeune jardinier érotomane qui rentre chez lui, qui a été accusé de meurtre une première fois, mais qui a échappé à la prison. Il revient au Bercail, dans une petite ville côtière. Et donc, j'étais parti pour écrire un roman assez bref sur est-ce qu'il va recommencer ou pas. Et plus j'écrivais, plus je construisais d'autres personnages parallèles. Et là, je me suis dit, mais en fait, je vais faire un roman choral. Je vais multiplier les pistes, je vais multiplier les suspects. Et je vais comme ça créer un puzzle voilà, qui, à la fin, va créer en fait le motif final qui est donc le livre. Mais le roman choral n'était pas du tout au départ, comment dire, ça n'a pas été l'inspiration première, ça a été vraiment le genre du thriller. Et ensuite, ce personnage central, érotomane, donc l'érotomanie étant l'illusion délirante d'être aimé. C'est amour fou. Amour fou. Amour fou, justement. Alors, le titre pourrait paraître évidemment trompeur, et c'est là aussi où je vous trouve extrêmement subtil. Amour fou, cette expression qui pourrait transparaître d'un amour inconditionnel. Là, pour le coup, il est pris au sens second du terme. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est au sens premier ou au sens second du terme, mais qu'est-ce qui vous fascine tant dans la folie? J'aimerais que vous nous expliquiez, parce que j'ai l'impression que il y a aussi cet attrait, cet amour fou peut-être pour la folie dans ce livre-là. Vous traitez tout autour en filigrane de ce qu'est être érotomane aujourd'hui aussi, mais même si ce n'est pas un essai, bien entendu, hein, ça n'a rien à voir, mais vous lancez des petites bribes de temps en temps sur cette maladie, sur tout ce qui gravite autour, et notamment sur l'irresponsabilité pénale en cas de délit ou de meurtre. Je Ça je vous sais pas pourquoi. fascine? Est-ce que ça vous fascine vraiment? Je sais pas pourquoi je suis fascinée particulièrement par la folie. Enfin, je le sais un peu, je triche un peu. J'ai quand même dans ma famille quelques spécimens, mais je vais pas trop m'appesantir sur ma vie privée. Mais c'est comment dire, c'est presque un passage obligé quand on écrit un thriller psychologique. C'est-à-dire que la folie, l'obsession nourrit le personnage et crée comme ça des tensions entre les différents protagonistes. Et c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la psychiatrie, à la psychologie, mais sans vraiment l'avoir étudiée, sans vraiment la connaître. Mais ça fait, je sais pas, je trouve que c'est la moindre des choses quand on est écrivain. En tout cas, c'est comme ça que moi je conçois la littérature, que de s'intéresser à, à des psychés qui seraient un peu à part, qui seraient un peu perverses, un peu vénéneuses. C'est ce qui est intéressant, je trouve, dans le genre polar. On ne peut pas avoir des personnages bien sous tout rapport et sains d'esprit. Alors justement, ce titre-là, Amour fou, est-ce que c'était un premier jet? Comment il s'est construit? Je trouve que c'est l'un des titres les plus malins en réalité qui soit, parce que beaucoup de lecteurs, j'ai beaucoup discuté avec certains lecteurs et beaucoup pensaient tout simplement que c'était une histoire d'amour, d'un amour inconditionnel. Ils vont être très surpris quand ils vont lire le livre. Justement, est-ce que vous n'avez pas eu une petite crainte, entre guillemets, de détourner le message? Détourner le message? Non, 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 pas particulièrement. Après, moi, je conçois des livres comme des pièges. C'est-à-dire, je piège le lecteur et mon dessein est qu'il ne lâche plus le livre.
qu'il rentre justement dans la folie des personnages et qu'il soit, j'allais dire, déçu en bien. Mais de toute façon, on ne peut pas écrire une histoire d'amour quand tout va bien. Euh, il faut forcément que les protagonistes soient empêchés d'aimer, soit parce que eux-mêmes ont- sont, ne se sentent pas particulièrement bien ou n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Donc non, non, il ne s'agissait pas d'écrire un livre d'amour classique. Mais il n'y a pas de livre d'amour classique, ça n'existe pas. Ou alors on fait du feel good. Et même dans le feel good, ça fonctionne pas forcément tout de suite. Donc non, et puis le livre s'inscrit dans une certaine collection, dans une exigence littéraire. Certains lecteurs me connaissent et ils savent aussi que c'est un roman noir. Donc il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y a de tromperie sur la marchandise, mais ce qui est vrai, et c'est là où je suis un peu pervers, je l'avoue, il y a des passages où je m'exprime sur le sentiment amoureux, mais du point de vue de quelqu'un qui est atteint de psychose. Donc ce que je dis sur l'amour est vrai, il y a des choses que je partage avec ce personnage, mais ce personnage est profondément malade. Mais j'avais un peu fait la même chose avec État d'ivresse. Le personnage souffrait d'alcoolisme, d'une solitude extrême. Mais son regard sur le monde et sur la société, en plus elle est journaliste dans le livre, son regard n'était pas complètement faux, c'est juste qu'on ne la prenait pas au sérieux parce qu'elle est alcoolique. Et Barnabé, ce qu'il dit sur un moment sur l'amour, à quel point ça le dévore, à quel point ça le consume, il y a un passage où il s'entretient avec son avocat qui va absolument le sortir de prison. Mais ce qu'il dit sur l'amour, je le partage en partie, voire en très très grande partie. Mais ça m'amuse de décaler ce regard. Alors, on reviendra sur Barnabé juste après, mais c'est vrai que tout à l'heure, vous aviez parlé de la construction du polar et ça m'intéresse particulièrement puisque c'est rare qu'un écrivain passe, entre guillemets, de la blanche à la noire. Là, vous faites le chemin inverse. Euh, Comment vous avez construit ce roman-là? Comment vous avez longtemps étudié, vous m'avez dit, le roman policier. Est-ce que vous êtes parti de la fin? Est-ce qu'au contraire, vous avez déroulé ce tapis à Barnabé et vous avez tout simplement imaginez ce qui allait lui arriver, entre autres, parce qu'on va parler des autres personnages ensuite, mais comment vous avez construit cette trame pour arriver à un final totalement surprenant, un final what the fuck, comme je l'appelle régulièrement. Je l'ai construit de manière assez chronologique. C'est-à-dire, je suis vraiment partie de l'idée que Barnabé revenait dans cette petite ville et qu'il allait peut-être récidiver. Et plus je construisais les personnages périphériques, et plus j'avais une petite voix comme Barnabé dans ma tête qui me disait, et si c'était pas lui? Et si quelqu'un d'autre était derrière tout ça, s'il n'y avait pas une sombre machination ourdie par un autre personnage? Et à ce moment-là, donc au bout de quelques mois d'écriture, j'ai trouvé, j'ai cherché parmi la galerie de personnages que j'avais créés, j'ai trouvé le coupable. Mais j'ignorais les raisons qui motivaient cette folie à ce coupable, et j'ai découvert la raison à la fin seulement. Donc oui, je connaissais la résolution, mais j'aime bien cette idée que et ça c'est de Stephen King d'ailleurs qui l'explique très bien dans son essai. J'aime bien l'idée que l'auteur lui-même ne sache pas complètement la fin parce qu'on a toutes les chances pour que le lecteur soit surpris aussi. Donc j'avais toujours en tête voilà, cette règle dramaturgique et de construction d'intrigue de King, enfin, qui est pour moi un des très très grands auteurs, même si là le livre est pas fantastique, pour le coup il est beaucoup plus ancré dans le roman à énigme et King n'est pas connu pour faire du roman à énigme. Mais c'est un auteur que j'ai beaucoup lu et que j'ai beaucoup étudié, que j'ai beaucoup écouté. J'ai lu son essai sur l'écriture et je pense qu'en effet, quand on n'a pas toutes les clés en main en tant qu'auteur, euh, c'est, ça rend le livre plus mystérieux aussi pour le lecteur et ça rend aussi l'écriture un peu plus stimulante que de tout savoir. Alors, vous me lancez sur les influences littéraires. En effet, quand on vous lit, on pense
à certaines grosses influences, à Simon, mais avec bien plus d'action. On s'ennuie quand même beaucoup moins dans votre roman que chez Simon. À du Agatha Christie, bien entendu, mais moi j'y ai vu aussi un petit côté télévisuel, un petit peu à l'ancienne, comme arabesque. Alors je sais pas si peut-être que ça n'a rien à voir, mais j'y ai vu ce petit côté un petit peu nostalgique aussi d'une enquête policière qui prend son temps, mais qui mêle un petit peu différentes voix et qui a ce petit côté un petit peu british que j'ai fortement apprécié. Est-ce que ce sont des influences qui vous parlent? Ah oui, oui, bien sûr. Alors, arabesque, c'est devenu. Je faisais un entretien récemment à la télévision suisse et ils avaient même acheté un petit extrait d'Arabesque qu'ils ont diffusé sur le plateau. Ça m'a beaucoup touché. Oui, oui, j'aime bien Arabesque. Alors, je précise quand même que j'ai découvert assez récemment, enfin, j'ai pu avoir accès à la version anglaise d'Arabesque, enfin, c'est américain. Ça s'appelle Murder, She Wrote en version originale. Et ouais, c'est assez génial, Arabesque, parce que c'est extrêmement bien écrit, très très bon dialogue, tout en finesse, tout en sous-entendu, tout en citation. En plus, c'est une série très grand public où finalement la violence est assez étouffée, tout comme la sexualité, tout comme tout un tas de choses. Donc on comprend par sous-entendu à travers les dialogues les véritables intentions des personnages. Donc ouais, j'ai beaucoup étudié, mais Arabesque, je regardais ça quand j'étais gamin. J'ai regardé, je me souviens même, je sais pas, il y a encore 10 15 ans, ma belle famille m'offrait des DVD d'Arabesque tout en gloussant et en se disant, mais enfin, c'est vraiment ça que tu veux pour Noël? J'ai dit oui, oui. Donc Arabesque, oui. Inspecteur Barnaby, forcément, parce que mon héros s'appelle Barnabé. Donc ça a été aussi une grande, grande influence. Alors lui, c'est le côté british. Arabesque, c'est le côté plus américain. Et c'est pour ça que j'ai créé une ville où se déroule l'action d'Amour fou, qui a comme ça une coloration un peu britannique. Alors, ça se passe en Bretagne, en vérité, hein. Je le cite jamais, la Bretagne, mais il y a cette ambiance de falaise, de petite ville portuaire, balnéaire, avec le bar où tout le monde se retrouve, avec le port de Plaisance, le chemin côtier, le sentier des douaniers, etc. Donc ça, ce sont des références ouais, importantes. Ensuite, toujours dans le côté un peu, je regarde parce que j'ai ma bibliothèque de polar qui est là dans les références un peu aussi un peu anciennes, je vais dire, il y a Boileau-Narcejac, que j'aime beaucoup. Boileau-Narcejac, c'était deux garçons qui ont écrit notamment Diabolique, qui est devenu le film de Clouseau. Ils ont écrit aussi le livre qui a donné Vertigo de Hitchcock. Donc, eux ont inventé vraiment le thriller psychologique, j'allais dire, à la française, avec un héros qui est tourmenté par quelque chose qu'il a commis, quelque chose qu'il n'a pas vu, et qui est souvent confronté face à des revenants, qui ne sont en fait pas des revenants, hein. Il y a une machination derrière, mais je veux pas trop spoiler. Mais rappelez-vous Vertigo de Hitchcock, ou Sueur froide, je crois que ça s'appelle en français. Sueur froide, il y a une femme qui se jette d'un phare. Le héros est, est témoin de cette mort, mais il a le vertige, donc il peut pas la sauver. Et ensuite, il refait sa vie et il revoit cette femme mais blonde, elle est plus brune, mais elle est blonde, et il la revoit, il va la suivre, il va la stalker, il va être complètement éperdument amoureux d'elle, et on va découvrir à la fin que voilà, les revenants ne sont pas vraiment des revenants, etc., etc. Donc Boileau-Narcejac, ouais, ce sont des romanciers qui ont été un peu ringardisés, il me semble, on les cite plus trop, on les lit pas beaucoup, mais ils ont écrit... moi, j'ai leur œuvre intégrale en bouquin de Lafon. J'ai 4 exemplaires. Ils ont aussi beaucoup réfléchi à la construction dramatique d'un polar, d'un thriller. Ils ont écrit pour la télévision, ils ont écrit du théâtre, des scénarios. Ils étaient très, très, très prolifiques et m'ont beaucoup intéressé. Et en plus, leur écriture est très belle. Il y a un mélange d'efficacité narrative et aussi, comme ils écrivaient à deux, on peut vraiment voir les passages de l'un et de l'autre. Et il y a aussi beaucoup
de réflexion sur l'amour, sur le couple, la solitude, le désir. Donc, eux m'ont enfin, influencé. En tout cas, je suis très respectueux de leur travail. Et après, il y a des séries plus récentes. Dans le côté, je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, mais il y a par exemple une série qui s'appelle Dead to Me sur Netflix, qui m'a beaucoup intéressée parce que c'est une vraie comédie, une comédie macabre au sens propre du terme. Donc il y a vraiment un meurtre après l'autre et on passe du rire aux larmes en permanence. Ce sont deux femmes qui vont se lier d'amitié, mais qui sont toutes les deux liées par un secret. Bon, bref, il y a un mari qui est mort, l'une est responsable de la mort. Bon, bref, je ne vous raconte pas l'histoire. Mais c'est extrêmement drôle, hein. Extrêmement drôle, extrêmement bien écrit. Et ça, j'ai regardé ouais, quelques saisons pour un peu m'imprégner de la manière dont c'était construit, parce que c'est vrai que les Anglo-Saxons sont très très bons pour les dialogues. Ils ont un art de la, comment dire, cette manière de, quand les personnages s'expriment, d'avoir toujours un second, voire un troisième degré. Ça n'est jamais littéral, la manière dont c'est dit. Quand des personnages discutent, on peut toujours y voir une autre explication derrière, si vous voulez. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et voilà, il y a sûrement d'autres influences que j'oublie, mais que je pourrais rappeler après. Agatha Christie, évidemment, bien sûr. Mais c'est la base, Agatha Christie. Si vous voulez faire un roman à énigme, il faut avoir lu Agatha Christie. Il faut comprendre comment elle procède. Et il y a un très bon livre d'ailleurs d'Agatha Christie qui s'appelle qui s'appelle Les Carnets secrets d'Agatha Christie, où elle consignait ses plans, comment elle écrivait, elle dessinait des plans de table avec les personnages. Et on découvre vraiment les coulisses de son écriture. Ça, c'est hyper intéressant. J'aime bien je m'intéresse beaucoup à l'architecture du récit. Ça m'a toujours passionné. Et comme en plus, depuis quelques années, j'anime beaucoup d'ateliers d'écriture, je m'y suis intéressé aussi pour pouvoir l'enseigner après. Donc ça a été c'est un travail de longue haleine. Alors justement, je rebondis sur ces dialogues, puisqu'en effet, c'est une des grandes valeurs fortes du roman d'Amour fou. Vous mettez en scène différents personnages qui sont issus de milieux sociaux totalement différents. Et c'est ça aussi où je trouve qu'il y a une véritable plus-value sur les dialogues, ce qui est plutôt rare en littérature française. Vous avez raison, les anglo-saxons sont bien meilleurs que nous. Vous avez créé des scénarios, en effet, dans votre passé. Comment ça intervient justement cette écriture de scénario et cette écriture littéraire? Est-ce que vous y voyez une véritable différence? Est-ce que c'est un complément pour être, entre guillemets, meilleur écrivain? Est-ce qu'écrire un scénario rend un écrivain meilleur? Alors, il y a deux écoles. Il y a toute une partie des écrivains français qui vous diront que le scénario n'a rien à voir avec l'écriture romanesque, ce qui est vrai parce que le scénario ou le théâtre, hein, c'est pareil, hein, ce sont des histoires qui sont au fond entièrement dialoguées. Après, il y a la mise en scène, évidemment, et le regard soit du metteur en scène, soit du réalisateur, mais vous avez uniquement accès aux personnages à travers ce qu'ils disent, la manière dont ils se déplacent, etc., etc. Donc, ce sont des histoires qui sont destinées à être vues. Et le roman a cette supériorité qui est de pouvoir rentrer dans la psyché d'un personnage. Alors, je dis pas que on peut avoir une voix off dans un film, évidemment, ou dans une série, mais la force du roman, c'est le flux de conscience, c'est le monologue intérieur, c'est la pensée du personnage, c'est changer de point de vue. La force du roman, c'est d'intégrer de la poésie, si on en vit, c'est d'intégrer du théâtre, c'est de pouvoir je sais pas, c'est de pouvoir faire de la non-fiction mêlée à de la fiction. Ça peut être, il peut y avoir des passages, vous en parlez tout à l'heure sur la psychiatrie. On peut apprendre des choses aussi dans un roman. Il peut y avoir un peu d'essai, une partie essai et réflexion. Mais il me semble, en tout cas, ça c'est l'autre école à laquelle j'appartiens, que, que connaître l'art et la manière de d'écrire un récit uniquement dialogué est une force.
Parce qu'il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de, je dis pas qu'il n'y a pas de style, parce qu'un réalisateur tomberait de sa chaise si je disais ça, ou un metteur en scène, parce que le style, c'est évidemment le regard de celui qui met en scène, mais il n'y a pas d'artifice. Vous voyez, il n'y a pas de, on peut pas mettre 15 adjectifs, 15 adverbes. On est uniquement obligé d'happer le spectateur par les échanges entre les personnages. Et donc, c'est une très bonne école. Donc, c'est ce qu'on appelle la dramaturgie, en fait, hein. C'est vraiment, et la dramaturgie, ça existe depuis Aristote. Donc, ça a été, c'est un art euh, qui existe depuis bien avant forcément la littérature, puisque le théâtre est antérieur, au roman. Mais moi, ouais, c'est un art enfin, que j'apprends toujours, que j'ai beaucoup étudié. Et je trouve que à mon sens, hein, c'est très, très difficile d'écrire, par exemple, une pièce de théâtre ou un très bon scénario. Le roman, je dis pas que le roman est plus facile, mais il offre plus d'artifices. Après, je dis pas que c'est facile d'utiliser ces artifices, hein, mais il est plus malléable. Le théâtre, le scénario obéit à des règles auxquelles on peut difficilement déroger. Donc, tout l'art, c'est de mélanger à la fois l'art scénaristique et l'art du roman, et de proposer autre chose au lecteur, puisque il me semble, mais j'avais déjà fait un entretien pour un magazine il y a 2 ans ou 3 ans sur la série. Enfin, le lecteur a quand même changé. Enfin, on est dans une époque où les gens se nourrissent de séries, qu'on le veuille ou non. Il y a d'excellentes séries, il y a vraiment, je trouve, une inventivité et une richesse et vraiment un art d'écriture de la série aujourd'hui qu'on n'avait jamais atteint. Et si nous, auteurs, on veut continuer à, à être lus, il faut qu'on prenne en considération cette évidence qui est le lecteur a changé. Donc, on peut lui proposer des livres avec beaucoup plus de personnages, avec des intrigues beaucoup plus complexes. Il faut lui faire confiance. Il a l'habitude d'absorber la fiction de manière différente. Vous voyez, on n'est plus à l'époque d'arabesque, justement. Alors, j'aimerais qu'on revienne en effet sur Barnabé, sur ce personnage si particulier. En effet, c'est une sorte de post-adolescent. Je ne crois pas que son âge soit dit dans le livre, il ne me semble pas. Vous me confirmez, Denis, on est à peu près, voilà, Il a 24 ans, je crois, à peu près, voilà. mais je suis très mauvais dans les âges de mes personnages. Je me trompe tout le temps. Donc, il me semble qu'il doit avoir une petite vingtaine. Voilà, c'est ça. Et justement, il a été une première fois, alors pas acquitté, mais il a eu de la prison avec sursis pour une première affaire, du même genre que la première disparition du livre de Rosalie. Il va rentrer en effet chez ses parents qu'il ne supporte plus et il entend une voix dans sa tête. Cette voix dans sa tête, on l'entend, vous l'écrivez, on la voit, on la comprend même, parfois on la comprend. Euh, Quelle était la volonté? Justement, dans la littérature, vous pouvez le faire. Au théâtre, on aurait peut-être moins pu le faire, cette voie-là. Ça aurait été peut-être beaucoup plus délicat. Au cinéma aussi. Cette volonté de pouvoir mettre cette voix qui est si importante dans le second esprit, entre guillemets, de Barnabé. Quelle était la volonté derrière? Alors, la voix, c'est sa conscience, c'est son double maléfique. Ça, c'est un procédé littéraire que j'aime beaucoup, qui est beaucoup utilisé, parce qu'il faut quand même que je la cite. Parce que ça, c'est vraiment un auteur qui m'inspire, que j'ai découvert assez tardivement quand j'ai commencé à écrire. J'avoue que je ne l'avais pas lu, mais c'est l'autrice américaine Joyce Carol Oates. Alors, elle, pour le coup, elle s'intéresse vraiment à la folie humaine, hein. Son ambition, elle l'a expliqué plusieurs fois, c'est vraiment d'embrasser la psyché humaine sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures. Et elle a des personnages dingues en permanence, qui entendent des voix ou en tout cas, est-ce que c'est une voix qui résonne comme ça dans leur esprit ou est-ce que c'est la voix du narrateur ou est-ce que c'est un autre personnage? Mais elle a cette écriture-là
de plusieurs, où plusieurs voix se superposent. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup fasciné. Stephen King le fait aussi. Donc assez rapidement, mais déjà dans État d'ivresse, je ne sais plus si je le faisais dans Le Bon Fils, mais déjà dans État d'ivresse, j'ai commencé à m'intéresser à, à cette superposition de voix et de conscience. Parce qu'on a tous, on n'entend pas tous des voix, mais on a, c'est la manière dont on s'exprime, puis on a parfois comme ça cette petite voix qui résonne dans la tête, on se dit, bah, j'aurais peut-être dû dire ça, ou je l'aurais fait comme ça, ou on n'ose pas dire certaines choses, donc ça peut être l'inconscient, ça peut être la voix de la vérité, ou ça peut être ce que vous voulez. Mais ça, en effet, le roman le permet, beaucoup plus qu'au cinéma ou au théâtre. Donc ça m'a toujours fasciné. Et par ailleurs, de manière tout à fait concrète, oui, les psychotiques entendent des voix. Donc ça, c'est une réalité. Ça, ça m'a été confirmé par des psychiatres. Donc voilà, c'est à la fois réaliste et en même temps, c'est un outil dramaturgique et littéraire formidable pour créer un personnage et pour le développer, pour le rendre plus ou moins attachant, plus ou moins fou, plus ou moins pervers, plus ou moins étrange. Moi, c'est ce que j'aime en tout cas en littérature, c'est cette je vais dire perversité, mais je vais l'attendrir un peu en disant une douce perversité, parce que Barnabé, c'est quelqu'un qui est malade, qui souffre, qui est très inquiétant, mais qui, j'espère, est quand même assez attachant. Enfin, en tout cas, le regard du lecteur va évoluer au cours de l'histoire. Il est clairement attachant. Par rapport à cela, quand vous avez écrit le livre, quand vous avez écrit le roman, ça a pris, vous avez dit, je crois, un an et demi. Dans quel état vous étiez? Est-ce que vous étiez aussi morcelé dans votre esprit, comme la galerie de personnages que vous avez écrit? Est-ce que vous vous mettiez à chaque fois dans la peau de chaque individu, selon qu'il soit fou, mais en réalité, ils le sont tous un petit peu, et on en parlera peut-être juste après. Euh, mais dans quel état d'esprit vous étiez? Comment on écrit quand on écrit un livre aussi dense, aussi fou? Est-ce qu'on se met véritablement dans un état d'excitation, de folie, d'apaisement? Comment vous étiez véritablement au moment de l'écriture? Quels que soient les livres, on est dans un état de tension permanente, ça c'est sûr. On est dans un état obsessionnel, hein, puisque en tout cas pour moi, le livre est un peu. Je ne vais pas parler de rencontres amoureuses parce que ce serait quand même un peu inquiétant si toutes les rencontres amoureuses étaient comme ça, mais on est obsédé par l'objet livre et par les personnages, comme on peut être obsédé par une personne. En plus, comme dans le livre, il est question d'obsession amoureuse, de personnages qui se suivent, qui se regardent, qui s'observent, qui s'épient. Euh, forcément, j'avais cette obsession. Ça a duré longtemps. Après, ça n'a pas changé des livres précédents. C'est-à-dire, je me couche le soir en pensant à l'histoire. Je passe au moins une demi-heure, une heure à la ressasser. Ensuite, je m'endors. Ensuite, je me réveille, j'y pense encore. J'écris, je vaque à d'autres occupations. Mais oui, c'est quelque chose de très fort et très intense. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'écris. Parce que pour le plaisir, c'est vraiment l'écriture qui me procure le plus de sensations, le plus de plaisir. Tout ce qui vient après est, est, est- est intéressant et on est toujours heureux d'avoir une reconnaissance, évidemment de discuter des livres, etc. Mais le vrai plaisir, l'excitation, c'est la création. Donc après, me mettre à la place de personnage dingue, ça ne me pose pas de problème, mais je vous couperai. Non, je plaisante. Je ne sais pas ce que dirait un psy. Faudrait que je demande, faudrait que je fasse une analyse peut-être. Non, Non, j'ai mais pas de problème. Mais vous savez, pardon, après, c'est le propre de l'écrivain, c'est de se mettre à la place des autres. C'est d'être curieux, c'est d'essayer c'est d'être empathique. C'est ça l'empathie en fait, hein. C'est pouvoir essayer de ressentir ce que ressent l'autre. Donc ça, c'est pas la chose la plus, en fait, c'est pas la chose la plus difficile pour moi en fait. Bizarrement. Et plus les personnages sont dingues, plus ils sont éloignés de moi. Vous voyez, je me rattrape.
en expliquant bien que je ne suis pas comme ces personnages, plus la distance est grande et plus au fond, c'est assez, assez facile, je dois avouer. Alors, il y a une question de Julia par rapport au thème de la psychiatrie, savoir comment elle est intervenue dans votre vie. Est-ce que c'était après un fait divers? Vu que c'est un thème en effet extrêmement important, vous y avez un petit peu répondu en partie tout à l'heure, mais peut-être pas totalement. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur ce phénomène-là? La psychiatrie, c'est ce que je disais en préambule, c'est compliqué parce que je veux pas trop, je veux pas rentrer dans des explications personnelles et j'ai pas trop envie de dévoiler les folies familiales qui m'ont accompagné depuis que je suis petit. J'ai une famille assez dingue quand même, hein, des deux côtés, enfin plus du côté de mon père d'ailleurs. Mais non, ça m'a toujours intéressé. Je suis très, je pense que, alors, je vais pas dire que le travail, attention, hein, je prends des gants. Je pense pas que le travail d'un psy et le travail d'un écrivain soit le même, puisqu'il me semble que le travail du thérapeute est plus d'amener le patient à rétablir une certaine forme de vérité. Il essaye de comprendre, en fait, l'histoire du patient et il essaye de lui rappeler à quel point c'est un narrateur indigne de confiance, que ce que raconte le patient n'est pas forcément toujours vrai, il a peut-être ressenti comme ça, mais il essaye un peu de rétablir une forme, on va dire, d'objectivité. Nous, c'est le contraire. En fait, on écoute les autres, on passe notre temps à épier, à écouter d'autres personnes autour de nous qui nous racontent beaucoup leurs problèmes. Parce que quand on est écrivain, voilà, je te raconte, ça va faire un super livre. Et moi, j'ai vécu ça. Parfois, ça marche. Ma mère m'avait raconté l'histoire d'une femme alcoolique qu'elle connaissait. C'est devenu un roman, hein, État d'ivresse. Donc, il y a vraiment des fois où, en effet, un destin peut se transformer en livre. Mais je pense que c'est ça qui me rapproche du travail, enfin, du travail de thérapeute, en tout cas, qui nous lie entre écrivain et psy. Et par ailleurs, la littérature et la psychanalyse, ne serait-ce que la littérature et la psychanalyse sont liées. Je veux dire, la psychanalyse a pris comme modèle des grands motifs littéraires. Donc, comme exemple, comme illustration, prends ne serait-ce que le mythe d'Oedipe. Donc, là encore, ça me paraît assez naturel de m'intéresser en tant qu'écrivain à la psychiatrie, à la folie, aux déviances mentales, parce que c'est comme ça qu'on comprend le monde, pas, pas quand tout va bien. Donc, c'est ce lien-là, mais je vois pas de psy, j'ai pas de problème particulier, je ne prends pas de médicaments, mais en tant qu'écrivain, j'ai ce devoir un peu d'écouter quand ça ne va pas et d'accueillir cette parole. Et puis après, je la transforme dans un livre. Alors, on a alterné tout à l'heure tutoiement, vouvoiement. Ça y est, je vais me mettre au tutoiement, Denis, Ah, promis. ce sera plus. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous lire un premier extrait que tu as choisi pour débuter et on continuera les questions juste ensuite. Alors, j'ai choisi un extrait de Barnabé, enfin, quand Barnabé prend la parole. Donc, j'allais dire le héros, enfin, c'est l'un des héros, mais il reste le héros quand même. C'est à la fois un roman choral, mais c'est un roman choral un peu perverti parce que normalement, le roman choral, chaque personnage a une place un peu égale. Mais là, quand même, Barnabé sort un peu du lot parce que tout part de lui. On, on est page 63 et donc on est à un moment du livre assez rapidement où il a décidé d'arrêter son traitement. Parce que sa voix lui dit que arrêter le traitement va le rendre beaucoup plus libre et va lui permettre de retomber amoureux, ce qui est vrai et pas vrai. S'il arrête le traitement, l'érotomanie va reprendre le dessus. C'est pas l'amour, c'est la folie amoureuse. Mais enfin voilà, je joue là-dessus. Et donc, page 63, Barnabé, donc c'est lui qui parle, hein. Le psychiatre a menti. C'est tellement évident que Barnabé se demande comment il a pu, ne serait-ce qu'un seul instant, croire ce type. Se passer du traitement ne pose aucun problème. Au contraire, il se sent plus fort, plus éveillé, prêt à se battre contre des géants, prêt à sauver le monde, même s'il doute fort que le monde le remercie.
Le monde est si égoïste. Oui, les gens ne pensent qu'à leur gueule. Pire, ils profitent de la moindre occasion d'une petite faiblesse pour vous enfoncer bien profond. Un exemple? Au hasard, la tentative de sauvetage de Clarisse, alors qu'il essayait valeureusement, aveuglément, de libérer sa bien-aimée de l'emprise paternelle, eh bien le monde entier lui est tombé dessus, ignorant l'amour qu'il lui portait. À Clarisse, pas au monde. Un amour fort, plus pur que le plus pur des diamants. Barnabé se félicite de cette image. Ça lui vient parfois sans prévenir, comme si l'inspiration, le génie, lui tirait des balles de poésie dans la tête. Le monde n'a pas compris que Barnabé ne lui voulait que du bien à Clarisse, qu'il aurait donné sa vie pour elle. C'est en définitive le contraire qui est advenu. Il n'empêche, il aurait donné sa vie, point barre. Le monde n'a pas compris que cet amour l'aurait délivré de la prison où son père l'avait cadenassé. Un taudis, un trou à rats, où même les rats étaient de plus aimable compagnie que le père. Merci, Denis. Alors, vous me faites penser que, puisque j'ai la page aussi 63 devant les yeux, qu'il y a beaucoup de variations typographiques aussi, des mots en majuscules, beaucoup de parenthèses, beaucoup d'italiques. C'est peut-être ça aussi. Alors, on va pas dire qu'il y a des didascalies non plus, mais c'est une sorte de choses que vous ajoutez au récit. Et vous venez de le lire, et en effet, on a senti à quel moment ça changeait, le ton changeait. D'où vous vient justement cette variation typographique? J'imagine que c'était une volonté forte, qui est peut-être parfois plus difficile à faire en fabrication de livres, mais peu importe, l'auteur a toujours raison. Mais c'est une. Je parlais tout à l'heure de la force du roman, de cette capacité du roman à vraiment avaler à la fois les genres littéraires et aussi des variations stylistiques. Il y a qu'en roman où on peut faire ça. Et moi, j'ai très tôt été intéressée, notamment à travers des auteurs anglo-saxons. Alors, encore une fois, je vais citer Stephen King, mais c'est vrai que bon, lui, je l'ai vraiment lu quand j'étais gamin, je veux dire préadolescent. Il utilisait déjà beaucoup les italiques, beaucoup d'anglo-saxons le font. Il utilise aussi des parenthèses, une sorte de respiration dans le récit et vraiment de mise en scène stylistique, qui est, je trouve aussi, euh, en tout cas, que moi je trouve très stimulante à lire et très agréable. Donc ça me vient de là. Joyce Carol Oates le fait aussi beaucoup. Elle utilise beaucoup, beaucoup de parenthèses et beaucoup d'italiques, mais c'est toujours à un dessin, à des dessins très particuliers, comme moi je le fais. C'est pour expliquer au lecteur que parfois c'est sa voix qui lui parle, parfois c'est le narrateur qui intervient, parfois c'est une autre conscience, un autre point de vue. Et ça, le roman le permet. Donc, j'utilise vraiment tous les outils qui sont à ma disposition pour donner un texte aussi riche visuellement. Je trouve ça très, très important que ça soit ludique aussi, stylistiquement, parce que c'est ludique dans la forme et dans l'enquête, le côté Cluedo, tout ça. Et bien sûr, c'est un jeu de piste pour le lecteur, mais aussi formellement, il faut que ça soit ludique. Et ça vous permet aussi d'intégrer beaucoup d'humour parce que le livre est extrêmement drôle, mais surtout, à mon sens, beaucoup ironique. Il y a beaucoup d'ironie dans ce roman et c'est surtout, entre parenthèses, que vous les faites, vous faites ces traits apparaître. Euh, on sent presque un monde parallèle dans ce livre-là. On sent qu'il y a différentes voix qui s'entendent. Mais parce que vous êtes extrêmement mordant sur la société qui vous entoure et vous lancez des punchlines un petit peu partout dans le livre. On pense notamment aux Parisiens qui vont comment dire, s'exiler en Normandie ou en Bretagne. Mais mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément fréquent dans le roman policier, en tout cas pas à ce degré-là. D'où vous vient justement cette volonté aussi de dénoncer, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mais il y a quand même beaucoup de dénonciation, de satire, d'ironie dans ce roman-là. C'était une voie supplémentaire, quelque chose qui ne pouvait pas être absent de votre roman. Je vais faire une réponse qui va peut-être vous surprendre, mais c'est tout simplement le reflet de ma personnalité. Là, pour le coup, ce que je dénonce, c'est épouse à peu près mon regard sur le monde.
Et je trouve que c'est important parce que le roman, ça n'est pas... On parle beaucoup de style. Alors le style, évidemment, c'est primordial dans l'écriture. Il faut un style, il faut une forme. Après, il faut une voix aussi et un ton. C'est-à-dire que c'est important. Moi, j'aime lire des livres avec une tonalité souvent ironique, ou en tout cas qui soit pas uniquement premier degré. Et pour enrichir ce ton, moi, j'ai choisi de porter un regard très critique, enfin, très critique sur la société. Après, je m'autocritique beaucoup aussi, si je peux dire. Je ne m'épargne pas. Je pense on peut pas se moquer sans avoir de l'humour sur soi-même. Donc, les premiers dont je me moque sont les écrivains. Il y a quelques passages dans le livre où, notamment, je me moque d'un écrivain qui fait des ateliers d'écriture, je crois en prison ou en hôpital de jour. Et j'ai fait ça, donc bien sûr, j'ironise beaucoup sur le milieu de l'écrivain, sur la figure de l'écrivain. J'ai été journaliste longtemps. Oui, je pense on peut critiquer l'information telle qu'elle est construite aujourd'hui. Il y a tout un passage dans le livre où le policier qui enquête, enfin qui aimerait enquêter parce qu'il est policier municipal, donc il a un peu les pieds et poings liés, mais il s'entretient dans un café avec un ami qui s'appelle Joseph, qui est journaliste de la presse locale. Moi, j'étais journaliste de presse locale, hein. Et Joseph, c'est une petite référence à Rouletabille, encore une référence de Gaston Leroux, Le mystère de la chambre jaune et Le parfum de la dame en noir. Et il y a toute une discussion sur qu'est-ce que le journalisme aujourd'hui. Est-ce qu'il faut être sensationnaliste ou pas? Est-ce qu'en fait, en étant sensationnaliste, se défend le journaliste? Oui, mais ça fait vendre. On a besoin aussi de vendre du papier pour attirer des lecteurs. Donc, il y a toute une réflexion autour de ça qui, moi, est une réflexion que j'ai encore aujourd'hui en tant que simple, j'allais dire, consommateur et lecteur de la presse. Bien sûr, j'égratigne un peu tout le monde, j'égratigne la police. Mais je ne le fais pas gratuitement. Il y a aussi un passage sur les policiers qui vont déloger des migrants dans un camp. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi couvert à l'époque quand j'étais journaliste localier. Donc, je le fais par petites touches. J'égratigne sans être trop dans la caricature parce que personne n'est jamais mauvais, méchant et foncièrement bon, hein. Nous sommes tous habités par nous sommes tous portés par des vents contraires et par une certaine ambiguïté, et c'est ça qui m'intéresse chez le personnage, c'est l'ambiguïté. Mais la critique sociale, ouais, c'est important. Moi, j'aime les livres qui s'inscrivent dans une réalité, parce que vous disiez en préambule que c'est un livre, il y a un côté un peu, je sais plus comment vous... Ah, maintenant, redis, vous. Ah Je oui, vais on n'y dire arrivera pas, on n'y arrivera mais pas. on parlait, non, mais on parlait du côté arabesque, inspecteur Barnaby. Il y a un côté un peu poussiéreux, on va dire suranné, c'est plus joli. Il y a un côté un peu old school dans le roman, mais il s'inscrit dans notre société. La société que je décris, c'est la société de 2023. Je pense que même à un moment, je parle du post-Covid. Voilà, c'est le travail des policiers aujourd'hui, le travail des journalistes aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on fait avec un jeune qui est hétérotomane, comment on le soigne, comment vivent les gens. Oui, moi j'ai eu une petite maison en Bretagne pendant quelques années, donc c'est en fait un peu la ville où j'ai vécu que je décris. Oui, les Parisiens débarquent toujours en pensant qu'ils vont dominer le monde. Ils sont prêts à acheter la moindre petite maison pour avoir un bout de vue sur mer. Mais je suis comme ça aussi. Donc, je ne m'épargne jamais. Et c'est en effet peut-être la mécanique qui est surannée dans un monde moderne. C'est peut-être ça qui nous fait penser à ça. Mais ce qui est terrible, c'est que ce livre-là, il est quasi indéfinissable. Tout à l'heure, on parlait de la lourdeur des thèmes. En effet, ça pourrait comme ça paraître extrêmement lourd et en réalité, ça ne l'est jamais. Il n'y a en effet aucune caricature, il n'y a aucune lourdeur des thèmes. Personne ne s'appesantit sur qui que ce soit. Et c'est ça où je trouve que vous faites un sacré tour de force parce que, évidemment, on ne lâche pas le livre, mais c'est surtout le fait que tout rebondit constamment. Les personnages interviennent de manière alternative, on n'en a pas encore parlé, on a parlé beaucoup de romans chorales, mais pas forcément
du côté alternatif des voix, des dialogues. Vous jouez clairement avec nos nerfs, notamment dans la temporalité. Ça aussi, c'est extrêmement bien joué parce que on pourrait penser que tout est fait de manière chronologique et puis on s'aperçoit très vite que euh, en réalité, il y a des liens qui se créent entre eux et en tout cas, vous donnez un petit peu à chaque fois du gâteau au lecteur. Et c'est là où je vous trouve extrêmement fort. J'aimerais que vous nous parliez de cette volonté de d'alterner les récits. On les voit apparaître petit à petit finalement, les personnages. Ils n'apparaissent pas tous au début. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, puisque dans un roman choral, parfois, les personnages se mêlent les uns aux autres et on a du mal souvent à déceler ce qui peut paraître vrai, faux, intéressant ou pas. Là, vous déployez tout du long cette machination et je trouve ça assez jubilatoire. Pour ce qui est de la temporalité, ça c'est une autre grande passion que j'ai. C'est aussi pour ça que j'écris. C'est comment maîtriser le temps. Bon, ça fait partie aussi du travail de l'écrivain et de la longue quête qu'est l'écriture. C'est qu'est-ce qu'on fait avec le temps, dans quelle temporalité on écrit et comment on peut modifier cette temporalité. Donc ça, c'est absolument génial à faire. Donc, dans mon premier roman, La chance que tu as, on ne sait pas en combien de temps ça se passe. C'est-à-dire que le personnage perd la notion du temps. Et c'est ce qui rend le récit angoissant. Dans Le Bon Fils, il y a une ellipse très, très, très importante où on ne sait pas du tout ce qui s'est passé à un moment. Donc, on a, on a deux temporalités. Dans État d'ivresse, c'est 7 jours. Voilà, c'est une femme. Et dans Encore une journée divine, pareil, la temporalité est floue parce qu'il est dans un hôpital psychiatrique et qu'il perd lui-même la notion du temps. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé par l'écriture. Et là, en effet, ce qui change un peu du roman choral classique, c'est qu'en fait, il y a des personnages qui vont s'exprimer de manière chronologique, mais on sait dès le début qu'un second meurtre est advenu. Mais les personnages, eux, ne le savent pas encore. Donc le lecteur a un temps d'avance sur les personnages. Et donc ça, c'est évidemment un défi d'écriture. C'est comment rendre le récit palpitant, sachant qu'on sait déjà qu'il y aura une deuxième victime. Donc ça, c'était un peu la nouveauté dans le roman choral. Et ensuite, oui, tous les personnages n'apparaissent pas dès le début. Ça, c'était une envie que j'avais parce que je regarde beaucoup de séries, parce que j'avais envie que certains personnages ne prennent pas tout de suite la parole, mais que j'avais présenté auparavant. Par exemple, le père, le psychiatre, sans trop spoiler, il intervient assez rapidement puisque le fils rentre au bercail et que le père n'a absolument aucune envie qu'il loge à la maison. Donc on l'entend parler, on l'entend s'exprimer, on l'entend beaucoup se plaindre et, et exiger de son fils qu'il ne sorte surtout pas dans le jardin, qu'il ne rencontre surtout pas, qu'il ne croise surtout pas une patiente. Évidemment, il va croiser une patiente parce qu'on s'en doute. C'est comme tous ces interdits vont être détournés, ne seront pas respectés. Et ensuite, à un moment, il prend la parole et d'autres personnages disparaissent. Mais ça, c'est une manière, enfin, c'est essayer de modestement pas de changer, mais de travailler avec les règles du roman choral, mais en les détournant. J'aime bien détourner les règles. J'aime bien, je suis pas très obéissant. Voilà. C'est votre petit côté Barnabé. C'est mon petit. Ouais, bon, j'espère pas trop, parce que il y a quand même. J'espère que j'y ressemble pas. Je sais pas si je ressemble à un des personnages, mais peut-être à un, mais je vous dirai pas lequel. Ok, ok. Moi, j'y ai eu un petit peu de Thomas, mais sait-on Ah, jamais. Euh, brûlé. On va prendre une petite photo de groupe juste avant que Sandra pose sa question. Voilà, préparez-vous. C'est bon, c'est parfait. Merci. Allez, Sandra, c'est à toi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Denis. Alors Denis, je vous ai jamais lu et je crois que bah, c'est une grosse erreur, hein. Quand je vous entends ce soir, ça donne vraiment très envie. Je vais peut-être un petit peu m'écarter du texte dans ma question, mais Anthony y reviendra. Mais
Vous disiez tout à l'heure, si j'ai bien compris, que c'était un projet assez ambitieux, Amour fou, par rapport à vos autres romans, euh, et que ça vous a pris plus de temps. Est-ce que finalement, ce temps passé et cette énergie passée, ça vous a plutôt dissuadé de reconstruire un projet aussi ambitieux, ou au contraire, est-ce que ça vous a stimulé pour euh, proposer encore autre chose, tout autre chose, une autre forme? Il y a un projet à nouveau très ambitieux. Alors, c'est une très, très bonne question. Merci, Sandra. Très jolie bibliothèque derrière, très fournie. J'arrive pas à lire les titres, mais je regarderai en replay. Non, ça m'a donné envie de continuer, ouais, dans un projet ambitieux, encore un gros livre, un gros roman à énigme, dans un tout autre univers. Je suis déjà dessus. Donc non, ça m'a conforté. C'est vrai que j'allais dire le pavé. Les Québécois disent brique, j'adore. Ils disent brique. Écrire une brique, c'est vraiment l'ambition. C'est pas une ambition quand on est écrivain, mais beaucoup en rêve. Ça fait très peur parce que c'est en effet très long. Après, en plus, il y a un temps de relecture. Et je me souviens à un moment, c'était cet été, mon éditrice, heureusement, s'est aperçue qu'il y avait deux personnages qui s'étaient croisés dans le roman, mais qui ne pouvaient pas pour une question de temporalité. Donc, j'ai repassé un mois et demi dessus enfin, voilà, pas à réécrire, mais en fait, ça n'allait vraiment pas. Non, non, ça m'a conforté. Après, je dis pas non à un court récit, un court polar, bref, un peu plus, voilà, un peu plus rapide à lire et un peu plus rapide à écrire. Donc, j'aimerais peut-être encore une forme un peu plus courte. J'aimerais bien refaire du théâtre. Enfin, je dis refaire. Le précédent livre n'était pas une pièce de théâtre, mais adapté. Donc, non, non, mais une fois qu'on a passé cette étape du pavé et des centaines et des centaines de pages, on se sent un peu plus confiant. Et puis surtout, moi, j'avais toujours quand j'ai commencé à écrire, comment dire, moi, j'ai 15 histoires qui me viennent j'allais dire à la minute. J'exagère, mais je me couche le soir, j'ai envie d'écrire 10 romans différents. Et la forme longue, éclatée, avec beaucoup de personnages. Et en plus, ça, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi, dans le livre, il y a un personnage qui s'appelle Thomas, qui est le policier, qui lit des romans policiers, qui lit des polars. Et donc, il y a plein de petites histoires dans l'histoire. Et ça m'a permis à la fois la forme longue et la forme éclatée. Et c'est ce côté poupée russe du récit m'ont enfin permis d'exprimer toute ma, toutes mes idées, tous mes délires d'écrivain. Donc j'ai pu regrouper tout ça dans un livre. C'est aussi le polar le permet aussi un peu plus facilement que, je sais pas, une histoire peut-être plus réaliste. Enfin réaliste, disons de la littérature blanche, comme on dit. Voilà. J'aimerais que vous nous parliez aussi de cet incipit qui est très déstabilisant. Le début du livre est très déstabilisant pour un lecteur. Et je trouve ça génial de l'avoir fait. Comment vous est venue cette idée-là en réalité, on ne sait quasiment rien dès le début. Il n'y a pas d'entrée en matière particulière sur les personnages. Euh, et c'est extrêmement mystérieux. Clairement, vous jouez avec nos nerfs, avec notre envie de savoir, notre appétence. Aucun roman de la sorte, à ma connaissance, n'est construit comme ça dès le début. Comment vous avez démarré le projet en réalité de ce premier chapitre, de ces premiers chapitres, pourrais-je dire? Quand il arrive dans le manoir, c'est ça? Quand il débarque Dès le chez ses début. parents Ouais, dans ce ouais. manoir. Euh, Ça m'a paru assez naturel de commencer comme ça. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de biographie de personnage, c'est-à-dire qu'on les découvre au fur et à mesure, c'est ça? Exactement, exactement. Moi, je ne suis pas un lecteur de ce genre de livres. J'aime assez peu, justement, les livres où on commence par une première scène et ensuite il y a 2 pages de bio et il avait fait ça et quand il était petit, etc. Ça m'intéresse assez peu. J'aime bien. En fait, je pense, c'est une conviction personnelle aussi de lecteur, que que le lecteur doit participer activement à l'histoire. Et qu'il doit aussi construire son propre roman. Donc, je lui donne
assez peu d'indices au début sur, sur les personnages, sur d'où ils viennent, ce qu'ils font. En revanche, enfin d'où ils viennent, mais en revanche, dans leur manière d'agir et d'interagir avec les autres personnages, j'essaie de faire en sorte que ça soit suffisamment inquiétant et, et, et stimulant pour qu'ils continuent, la lecture. Donc ce sont quand même des personnages qui ont des comportements un peu bizarres, qui ont forcément quelque chose à cacher. Et petit à petit, c'est je dévoile l'intrigue. Mais il n'y a pas de, comme vous dites, il n'y a pas d'incipit classique au sens voici les personnages, voici d'où ils viennent, voici ce qu'ils font. C'est un peu plus, j'ai envie de dire, un terme américain, behavioriste. Vous savez, c'est plutôt le comportement qui m'intéresse dans un premier temps. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas de psychologie, hein. La psychologie finit toujours par arriver, mais c'est avant tout comportemental. Mais ça, c'est le côté théâtre et le côté scénario qui me travaille beaucoup. Donc j'aime bien, même dans un roman, être, pas être surpris, mais euh, vouloir continuer la lecture d'un roman juste par la manière dont les personnages interagissent entre eux. Alors, j'aimerais bien revenir sur Thomas, justement, ce policier municipal. C'est plutôt rare, d'ailleurs, d'utiliser des personnages policiers municipaux. Alors, tout à l'heure, vous parliez des autres personnages qui avaient un petit lien particulier quand même avec vous, par ici ou là, mais qu'est-ce qui vous lie à Thomas concrètement, ce personnage-là qui rêve de gloire, qui aimerait enquêter, qui a été recalé de nombreuses fois. Euh, Ce personnage-là, il est particulier aussi. Qu'est-ce qu'il dit de vous en tant qu'écrivain? Comment vous l'avez conçu? Parce qu'il est quand même extrêmement à part, on va dire ça, dans ce roman-là. C'est un personnage, pardon, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai la voix qui, vous voyez, qui tremble quand je parle de lui. Non, c'est vraiment un personnage dont je me sens proche parce que, comme tu le dis si bien, c'est un peu l'écrivain, enfin c'est l'écrivain, c'est un peu celui qui rêve de mener une enquête policière à bout, qui veut absolument découvrir la vérité, mais qui n'a pas forcément les outils pour le faire. Donc c'est une sorte de double, de, arrive aussi pas, pas forcément lui, mais il sera aidé, mais ça je veux pas trop spoiler. Donc il est un peu une représentation, il est un peu la coulisse de l'écriture ou du roman policier. En plus, il est avide lui-même de romans noirs, alors qui par contre, pour le coup, sont très 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 violents, très 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 immoraux. Il y a beaucoup de scènes de torture, de choses comme ça. Donc lui, il vit dans ce petit pavillon, il a une chambre avec une grande bibliothèque et il ne se nourrit uniquement que de thrillers sanguinolents. Donc c'est un peu moi, un peu, hein. Mais il a un côté, oui, oui, il lit en secret des SAS un peu, bon, un peu remis au goût du jour par, par, par ma plume. Donc il me ressemble. Et puis après, il y a toute une histoire avec Thomas qui tourne autour du harcèlement scolaire dont son frère est victime, dont le frère est victime. Et ça aussi, le harcèlement scolaire, c'était une thématique qui me tenait à cœur, dont j'avais envie de parler, qui est hyper importante dans le livre. J'en dis pas trop, qui est hyper importante. Mais oui, bon, on en parle beaucoup d'ailleurs du harcèlement scolaire en ce moment. Moi, je l'ai vécu quand j'étais gamin, quand j'étais ado. Ça, malheureusement, j'ai l'impression que ça n'a pas tant changé que ça. En tout cas, ça existe encore de manière parfois très virulente, parfois jusqu'au suicide. Encore récemment, il y a des faits divers absolument tragiques où des collégiens se suicident parce que harcelés. Donc ouais, j'avais envie d'en parler, c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors Aurélie pose la question sur la couverture, parce qu'en effet, elle est clairement frappante, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas si tu peux en dire quelque chose. Cette couverture-là, elle est forte. Elle en dit long aussi sur beaucoup de choses. Est-ce que tu pourrais nous donner des indices? Je peux pas parce qu'il faut lire le livre, hein. Je sais, je sais, je C'est sais. Je sais.
C'est la grande difficulté de faire de la promotion autour d'un roman policier, parce qu'on ne peut pas trop rentrer dans les méandres de l'intrigue. Non, c'est une très belle couverture. Mon éditrice avait raison, donc je le dis là, c'est enregistré à vie. Parce qu'on était, c'est- C'était son idée. Bon, moi, j'étais au départ, j'avais d'autres envies de couverture, mais j'avoue une fois que j'ai eu ce livre en main, elle est très belle. Elle a un sens dans l'intrigue. Et par ailleurs, ce sont des graphistes basés à Montréal. Ils s'appellent Paprika. Et c'est eux qui designent toute la collection Notabilia depuis 10 ans et qui rendent cette collection aussi particulière au niveau ouais, de l'illustration et de la créativité. Ils sont au départ spécialisés dans les catalogues d'exposition, dans les livres d'art. Donc je trouve qu'ils donnent une couleur aussi très particulière à la collection et au texte. Et on est vraiment... moi, je suis très très fier d'avoir aussi ce design-là. Parce que c'est important aussi parce que le livre, c'est un objet. C'est important d'avoir des beaux objets entre les mains. Vous avez remarqué, j'aime beaucoup les objets, donc forcément, je... On voit ça, et notamment les poupées russes, de ce que je vois. Oui, j'ai une grande passion pour les... Et j'en ai un peu caché parce que je voulais pas qu'on me prenne pour un... Est-ce que tu pourrais nous lire un second extrait, Denis? Peut-être avec une autre voix. Je ne sais pas si tu as choisi une autre voix, mais j'imagine que oui. Ben, je vais lire Thomas, du coup, notre policier. Alors, c'est juste qu'on est beaucoup plus avancé dans le livre. C'est vraiment au moment où lui décide d'enquêter, et de ne pas respecter la loi, enfin d'aller au-delà de ses prérogatives de policier municipal. Et là, il est réveillé très très tôt. Et voilà ce qu'il dit. Donc c'est juste avant de partir dans l'enquête. Couché trop tôt. Et voilà le résultat. Impossible de se rendormir et le radio-réveil n'affiche que 3h45. La veille, après les pintes, le kebab et les 3 mini-joints, il s'est écroulé à 10 heures, sombrant dans un sommeil lourd, transpirant abondamment, respirant fort. Heureusement que personne ne partage son lit. Sinon, il ou elle aurait pris ses jambes à son cou. L'odeur de sueur et de linge mal lavé est si forte que Thomas décide d'ouvrir la fenêtre. Tant pis pour le froid et l'humidité. Sous le halo discret de sa petite lampe de chevet, il remarque un livre ouvert, page 71, dont il n'a strictement aucun souvenir. Vindicte d'outre-tombe. Qui a bien pu laisser passer un titre pareil? D'après la quatrième de couverture, l'histoire est celle d'un jeune gars fauché qui épouse une dame extrêmement riche, retrouvée quelques jours plus tard pendue dans le grenier. Malgré une enquête approfondie, le séduisant veuf est lavé de tout soupçon et part s'installer dans un manoir cossu dans une petite ville balnéaire pour profiter de ses rentes, jusqu'à une nuit où il entend quelque chose gratter sous les toits. Bof, encore une histoire de fantôme. Le passé qui revient hanter le personnage, rien de bien original, pas étonnant que Thomas ne se le rappelle plus. La caresse humide du vent sur son visage finit par lui remettre les idées en place. Il sait qu'il ne se rendormira plus. L'image du livreur lui revient, son visage effrayé, de beaux yeux clairs écarquillés, au moment où Thomas, sans le faire exprès, combien de fois devra-t-il le répéter, exhiber son arme? Il faudrait retrouver la trace du livreur, lui envoyer un message pour s'excuser de nouveau. À l'occasion, lui proposer de boire une bière? S'il attend le retour de Joseph, ça risque de prendre des plombes. La chambre sent le frais et la terre mouillée. Après 3 séries de pompes, triceps et grands pectoraux, Thomas saute sous une douche glacée en poussant de grands cris rauques. Puis il avale 2 expressos. 4h30 du matin. Le soleil ne se lèvera pas avant des plombes, le moment parfait pour une petite balade. Oui, parce que la veille, Thomas a commandé un kebab à un Deliveroo et comme il a toujours son arme sur lui, alors qu'il n'a pas le droit de l'avoir, de la garder à domicile, en voulant prendre la commande, il a exhibé son gun et le livreur a pris peur et s'est enfui. Et donc, voilà, il est un peu travaillé par la mauvaise conscience et
vous vous en doutez que l'arme, évidemment, va avoir une importance hyper importante dans le roman, surtout quand on porte une arme qu'on n'a pas le droit de porter. Il peut arriver plein de choses. Et comme vous le voyez, on est loin d'arabesque avec Deliveroo. Parfois, on s'en éloigne un petit peu. On est dans le monde contemporain. C'est ça. Alors, je rebondis justement sur cette arme qu'on n'a pas le droit de porter parce que le roman et la situation de Thomas est extrêmement bien détaillée, notamment dans euh, le fonctionnement de la police municipale. Je ne sais pas si vous avez des liens particuliers avec la police municipale, mais en tout cas, vous avez fait beaucoup de recherches parce qu'il y a même des articles du code pénal à l'intérieur. Donc, justement, les recherches que vous avez faites, pardon, sur tous ces milieux-là, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de recherches. Est-ce que c'est ce qui vous a pris le plus de temps aussi au moment de l'écriture, que ce soit sur le côté psychologique, que ce soit sur les professions des différents protagonistes? Est-ce que ce temps-là de recherche, de composition au sein même du roman, vous a pris beaucoup de temps? Alors là, oui, la recherche, je me suis entretenue pas mal avec une policière, d'ailleurs, que je remercie dans le livre à la fin. Je me suis beaucoup entretenue avec elle, on a discuté, je lui ai un peu présenté les cas, comment elle enquêterait, etc. Et je ne sais plus pourquoi, je dois tout à fait être franc, clair et honnête, je ne sais plus pourquoi à un moment j'ai switché vers la police municipale. Je pense, à mon avis, c'est que à l'époque, quand je les vois, les policiers municipaux, alors ici à Paris, ou alors ici à Paris, ils sont pas armés par ailleurs, c'est une grande différence. Dans la plupart des villes, ils sont armés, c'est le maire qui décide. Voilà. À Paris, notre mairesse n'a pas souhaité. Et je trouvais ça intéressant, au fond, d'avoir un personnage qui puisse enquêter sans avoir vraiment le droit, sans avoir toutes les prérogatives. Mais moi-même, en enquêtant sur la police municipale, j'étais surpris à quel point, enfin, ils font un tas de choses, hein. Ils ne sont pas qu'à la circulation, ils renseignent, ils peuvent, ils interviennent dans des querelles de voisinage. Après, ils doivent souvent appeler la police nationale pour les seconder, ce qui est toujours un peu humiliant pour eux. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai interprété. Donc, il y a toujours ce jeu dans le livre où si c'est la nationale qui va venir, mais moi j'ai pas le droit, mais eux arrivent à faire le job. Mais lui est persuadé qu'ils se sont trompés à l'époque avec Barnabé en le relâchant, donc il veut rétablir la vérité. Donc c'était intéressant, je trouve, ce personnage de policier municipal. Ça m'a beaucoup, je l'ai trouvé plus fascinant qu'un commissaire déprimé. Enfin, je voulais sortir encore une fois du cliché du roman policier avec le commissaire divorcé, partage la garde d'enfants, qui rentre chez lui et qui boit son whisky et qui est toujours triste. Et On voilà, je reconnaît voulais beaucoup le changer. roman. Là, on a reconnu beaucoup Ouais, de romans, là. Oui. bien sûr. Et c'est ça, j'allais dire, c'est à la fois la difficulté et ce qui rend le roman de genre hyper intéressant quand on met comme ça ses mains dans le cambouis, c'est qu'il y a il y a vraiment des passages obligés, il y a vraiment des règles, hein. Pas de roman policier sans policier, pas de roman policier sans meurtre, mais on peut toujours détourner, on peut toujours changer, on peut réinventer malgré tout le genre à son voilà à un niveau parfois. Je suis pas le premier à avoir utilisé des, des policiers municipaux. J'ai regardé une série récemment euh, dont je viens évidemment d'oublier le nom. C'est avec les sœurs Lamy, Alexandra et Audrey Lamy. Et ça se passe ça se passe à la Valas-les-Flots, pas Valas-les-Flots, pardon, dans les années 90. Donc c'est très vintage. Et dans une grande, comment ça s'appelle? Bien sûr, j'ai oublié le nom, au bord d'une plage, une fête foraine. Et donc c'est entre les forains, il y a des meurtres. Et celle qui enquête est policière municipale. Et là, j'ai vu ça, je dis, c'est pas vrai. Elle est policière municipale et pareil, elle est sans cesse empêchée par son patron d'enquêter comme elle le souhaite. Donc, je suis pas le premier à avoir eu l'idée, mais je trouve que ça donne un... Une humanité, je trouve que ça donne une humanité différente. Oui, puis par ailleurs, les policiers Personnalité. municipaux, enfin, je veux dire, ils sont importants, hein. Je veux dire, c'est bien de les avoir aussi, justement, pour quand on a des problèmes de bruit, de voisinage ou de voitures mal garées, on peut pas toujours demander
on peut pas toujours demander à la police de tout gérer. Donc, j'ai trouvé leur métier enfin, m'a beaucoup plus intéressé que je ne le pensais au départ. Et quand je les vois maintenant, ça m'amuse beaucoup. Je me dis, est-ce que je trouverai un Thomas parmi eux? Sûrement. Je ne l'ai pas encore trouvé. Je pense que Thomas, entre deux, il a passé le concours de la police nationale et je crois qu'il a eu là. On lui souhaite. On lui souhaite. Ouais. Non, j'aimerais savoir, puisque je pense que toute hantise pour un écrivain de roman policier, c'est que le lecteur découvre la chute, la résolution très tôt ou trop tôt dans le livre. Est-ce que vous avez fait le test par rapport, on sait que ça a pris du temps à écrire, forcément, vous avez, j'imagine, envoyé des versions pas forcément définitives, mais avec une résolution aussi. Comment ont réagi les lecteurs qui vous ont lu en amont? Et si jamais on découvrait la résolution du meurtre, est-ce que ça vous obligeait à changer la fin? Est-ce que ça vous est déjà traversé l'esprit? Est-ce que ça vous est déjà arrivé justement de modifier quelque chose en fonction des lecteurs que vous avez eus, ou en tout cas de la manière dont ils ont trouvé la solution ou pas? Alors, je réponds dans un quart de seconde. Sandra Killer-Coaster, oui, c'est ça. Elle a trouvé le titre de la série. Très bonne série. Très drôle et extrêmement bien dialoguée. Comme quoi, parfois, je dis du mal des dialogues à la française, mais non, non, il y a des séries très évidemment bien écrites. Et récemment, pardon, j'ai vu la Palme d'Or française, Anatomie d'une chute, qui est, alors là, pour le coup, un niveau d'écriture très, 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 très haut. Et voilà, c'est vraiment un film qui m'a pas réconcilié avec le cinéma français parce qu'il y a beaucoup de films français que j'aime. Mais ça me rappelle aussi voilà, qu'il faut pas toujours être dans le. Il y a que les anglo-saxons qui savent écrire, les Français ne savent pas. C'est pas vrai. Mais voilà, de temps en temps, on cherche un peu des exemples. Palme d'Or et Pour Golden Globe d'ailleurs. Ouais, non, non, mais vraiment, c'est très bien. En plus, vraiment, je lui souhaite et aussi par tout cette volée de bois vert qu'elle s'est prise parce qu'elle avait osé critiquer, elle avait osé être un peu politique lors de son discours. Et toutes les critiques qu'elle a reçues ensuite, je trouve que c'est mérité. En plus, le film est un succès public. Donc, c'est très, très bien. Non, alors, pour répondre à ta question, écoute, le livre, je l'ai fait lire à mon lecteur chouchou favori que je salue à travers l'écran. Lui, il l'a lu, il n'a pas trouvé. Donc, ça, c'était le premier lecteur, parce qu'il lit toujours mes bouquins. Ensuite, je l'ai envoyé à mon éditrice et je l'ai envoyé à mes agents. Et alors, mon éditrice avait trouvé, mais elle me l'a dit des mois après, en me disant, je te connais, je savais. Mais voilà, les autres lecteurs ne l'avaient pas découvert. Et quand j'ai eu les premiers retours dans la maison d'édition, parce qu'après, vous savez, il y a l'attaché de presse qui le lit, il y a la responsable libraire, etc. Donc, personne n'avait trouvé. Mais c'est vrai que ça aurait été ça aurait été une angoisse suprême de, que ça soit spoilé. Mais d'ailleurs, j'avais un tout petit peu prévu le coup au cas où. Et évidemment, il y a la résolution finale, il y a le fameux monologue final, mais il y a d'autres histoires parallèles aussi, d'autres intrigues parallèles qui se bouclent, notamment l'intrigue qui est liée à Thomas autour du harcèlement. C'est aussi c'est une enquête parallèle. Donc, je me suis dit, au pire, si la lectrice ou le lecteur découvre le coupable, il aura quand même d'autres surprises dans le livre. Mais ouais, c'est vrai que si ça m'arrive, si la prochaine fois on me dit, bah écoute, au bout de la page 20, on sait qui c'est, c'est terrible. Alors, je vais vous poser une dernière question. Je vais te poser une dernière question, Denis, que je pose. C'est la seule question que je pose à chaque rencontre. Étant donné que ton ouvrage est critique sur la société et qu'elle dépeint une société qui est réelle, qui est pas forcément très positive, mais c'est normal, on vit dans un monde qui n'est pas forcément très positif. Comment vois-tu le monde en 2075, dans 50 ans? En 2000 d'ailleurs, non, pas 75, 74, dans 50 ans. Comment vois-tu notre société? Comment la vois-tu évoluer? Est-ce qu'elle pourrait résoudre les problèmes que tu évoques, notamment dans Amour fou? Hmm. Ah oui, ça, je m'y attendais pas du tout. En 2074, dans 50 ans, bon, je serai plus là en plus dans 50 ans.
Donc, quoique, Je je pense crois. que si, je pense que Je si. finis comme si je finis comme P.D. James, que j'avais d'ailleurs rencontré, je pourrais peut-être aller jusqu'à 95 voire 100 ans, parce elle est partie très, très, très âgée. Comment je vois le monde, comment est-ce que je vois le monde? Ben, j'espère qu'on va notamment au niveau de l'écologie, qu'on va se réveiller, parce que sinon je vois un monde sans beaucoup d'eau, sans beaucoup de ressources et avec beaucoup de conflits dus à des déplacements de population, à des populations entières qui vont mourir de chaud, de faim et de soif. Donc j'espère qu'on va se réveiller avant. J'espère qu'on en est tous conscients. Mais ça, j'en parle pas du tout dans mon livre. Ta question, c'est les problèmes que je décris dans mon livre, c'est ça? C'est ça, est-ce qu'ils vont être résolus eux aussi comme, comme le polar que tu as écrit? Je pense que le harcèlement scolaire serait plus facile à résoudre que le changement climatique. Donc là, c'est vraiment une volonté. Non, mais c'est une volonté politique qui est en fait assez simple à se mettre en route. Après, on avait un ministre de l'Éducation qui voulait, voilà, qui voulait se consacrer à plein temps au harcèlement. On a vu ce que ça a donné puisqu'il est resté 6 mois. Donc, je pense il y a des problèmes dont on peut se saisir assez facilement. Mais après, il faut une volonté politique. Donc après, c'est toujours ce que je dis, il faut aller voter, hein, parce que voter, ça change le monde, forcément. Ça change la vie au quotidien. Donc, c'est pas en... Moi, je suis de nature quand même très optimiste, même si ça se voit pas toujours dans mes livres. Mais oui, je pense que ça me paraît assez évident que bien voter, ne pas s'abstenir, bien lire les programmes, et ça peut changer la donne et on s'en sortira peut-être mieux. Ça, je le pense. Mais c'est cet optimisme de début 2024, le jour de la sortie du livre et après cet entretien merveilleux voilà, qui me fait pousser des ailes. Peut-être que dans 2 mois, je ne serai pas du tout comme ça. Ou quand il y aura les élections européennes, je serai peut-être complètement déprimé. Mais voilà. Merci, Denis. Avec- Merci infiniment, Denis. Je te souhaite vraiment le meilleur pour ce début de rentrée littéraire. On est au début de la rentrée littéraire. Il vient de sortir, en effet, aujourd'hui, et j'espère qu'il aura le succès qu'il mérite et qu'il sera sur de nombreuses listes de prix. Il sera en tout cas, à coup sûr, je parle sous couvert de mon équipe de comité de lecture, mais il sera sur le prix Lille 2024 parce que véritablement, il est saisissant, il est surprenant, il est singulier surtout. Il ne ressemble à aucun autre. Et en période où il y a beaucoup de livres en rentrée littéraire, plus de 500 la plupart du temps, alors il y en a peut-être un petit peu moins sur la rentrée d'hiver, mais quand même, euh, j'ai l'impression qu'on a déniché la perle rare en ce début d'année et j'en suis ravi. Merci Denis. Merci infiniment et à très Merci vite. beaucoup pour cet entretien. Merci à tout le monde. Merci Denis. Bonne Ouais, soirée oh, à les petits cœurs, tous. c'est mignon. Il y a des cœurs partout, en effet. Au revoir tout le monde et à très bientôt. On se revoit dimanche avec Muriel Zach pour une nouvelle rencontre. Merci Bonne Denis. soirée. Merci Au beaucoup. revoir à tous.